Pour ses 53 ans, mon père m'a exclu, moi et ma fille, me dénigrant publiquement comme mère célibataire. J'ai gardé le silence. Quelques semaines plus tard, ma riposte, je me suis présenté chez mes parents avec mon compagnon. Mon père est devenu livide en le voyant, car il était. Je m'appelle Émilie Chevalier. J'ai 29 ans. Je suis mère célibataire. Et le jour où mon père a eu 53 ans, j'ai appris à quel point le mot « famille » pouvait dissimuler peu de honte. J'étais dans ma cuisine, coupant des fraises pour ma fille de 5 ans quand mon téléphone s'est allumé avec une publication que tout le monde avait déjà vue. Mon père, Philippe Duval, avait mis en ligne des photos souriantes de son dîner d'anniversaire. Mon frère, Lucas, était là. Mes sœurs étaient là. Même des parents à qui il parlait à peine étaient présents. Je n'y étais pas. Ma petite fille, Léa, non plus. Et sous les photos, pour que la moitié de la ville puisse le lire, il avait écrit que tous ses enfants avaient fait sa fierté, sauf la mère célibataire qui n'arrivait toujours pas à reprendre sa vie en main. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas laissé de commentaires en colère pour que des inconnus s'en délectent. Je suis resté là, un couteau à la main, fixant une phrase qui me semblait plus froide que tout ce qu'il m'avait jamais dit en face. Le pire n'était pas d'être exclu. Le pire était de savoir qu'il voulait que je le voie. Il voulait que d'anciens camarades de classe, d'anciens collègues, des amis d'église et toutes les personnes qui m'avaient vu lutter sachent qu'à ses yeux, j'étais l'enfant qui avait échoué. Il avait passé des années à se sentir gêné par moi, mais cette fois, il l'avait rendu public. Je me suis dit que je resterais silencieuse. Je me suis dit que je garderais ma dignité, élèverais ma fille, irais travailler et le laisserais faire son petit numéro. Je croyais sincèrement que l'histoire se terminait là. Je me suis trompé car seulement quelques semaines plus tard, je suis entré chez mes parents avec un homme à mes côtés. Et quand mon père a levé les yeux et a vu qui il était, le sang s'est retiré de son visage. Avant de vous dire pourquoi, dites-moi ceci. Si votre propre parent vous humiliait en public, resteriez-vous silencieuse ou feriez-vous en sorte qu'il n'oublie jamais ce qu'il a fait? Pendant les semaines suivantes, j'ai traversé la vie comme quelqu'un qui prétend aller bien. J'habillais ma fille pour la maternelle, préparais ses collations, souriais quand elle me montrait ses petits dessins tordus, puis j'allais au travail avec cette publication qui me brûlait encore l'esprit. Mon père n'a jamais appelé pour s'expliquer. Il ne l'a jamais supprimé. Il n'a même jamais essayé d'agir comme s'il le regrettait. D'une certaine manière, ça rendait les choses pires. Ce n'était pas une erreur. C'était un message. Et il voulait qu'il reste en ligne assez longtemps pour que tout le monde le comprenne. Ma fille Léa m'a demandé un soir pourquoi grand-père avait eu un gâteau d'anniversaire sans nous. Je lui ai dit que les adultes faisaient parfois des choix égoïstes et que cela n'avait rien à voir avec elle. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, mais elle avait 5 ans. Les enfants comprennent toujours plus que nous ne le souhaitons. Elle a cessé de demander après cela, ce qui me brisa le cœur encore plus. La seule personne de ma famille qui m'a tendu la main a été ma grand-mère, la mère de ma mère, Évelyne Dubois. Elle n'avait jamais été du genre à mâcher ses mots. Elle m'a appelé le soir même et a dit, « Émilie, ton père devrait avoir honte de lui-même, pas de toi. » Puis elle m'a demandé ce que Léa voulait pour le dîner et est arrivée à mon appartement l'après-midi suivant avec des courses, des livres de coloriage et une colère vertueuse suffisante pour remplir toute la cuisine. Elle ne m'a pas poussé à le pardonner. Elle ne m'a pas dit qu'il était bien intentionné. Elle s'est juste assise avec moi pendant que je pleurais et a dit la seule chose que j'avais besoin d'entendre depuis des années, « Tu n'es pas le problème ici. » La vie devait continuer. Je faisais des quarts de travail tôt dans un cabinet dentaire, gérant les rendez-vous, puis je prenais des heures supplémentaires dans un bistrot de quartier le week-end quand je pouvais faire garder Léa. Ce n'était pas glamour, mais le loyer était payé, les lumières restaient allumées et ma petite fille n'allait jamais au lit affamée. Cela comptait, même si mon père agissait comme si ce n'était pas le cas. J'ai rencontré Antoine Moreau un jeudi soir au bistrot, juste avant la fermeture. Il est entré vêtu d'un manteau bleu marine et affichait cette expression fatiguée que les gens ont après une longue journée à faire semblant de ne pas être épuisés. Il a commandé un café noir et un croque-monsieur, puis s'est excusé d'être arrivé tard, comme s'il se souciait vraiment que la cuisine le déteste. Cela seul le distinguait de la moitié des gens que je servais. La semaine suivante, il est revenu. Puis il est revenu encore. Au début, je pensais qu'il était juste un habitué qui aimait le café trop fort du bistrot. Puis un soir, Léa était assise dans une banquette à faire des dessins au crayon parce que ma babysitter avait annulé.
Et Antoine a jeté un œil et a demandé si le dinosaure violet sur sa page était censé cracher du feu ou des paillettes. Léa a brandi le dessin et lui a dit très sérieusement que c'était les deux. Il ne s'est pas moqué d'elle. Il lui a parlé comme à une personne. Cela a attiré mon attention plus vite que n'importe quoi d'autre n'aurait pu le faire. Nous avons commencé à parler par petits bouts. Rien de dramatique. Pas de moment cinématographique, juste de vraies conversations entre les recharges de café et les reçus. Il m'a dit qu'il dirigeait une société de promotion immobilière basée près de Lyon. Je lui ai dit que j'avais autrefois fréquenté une université de proximité avant que la vie ne prenne un virage difficile. Reniflement, il m'a posé des questions sur ma fille avant de me poser des questions sur mon passé. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Et quand je lui ai finalement dit pourquoi j'avais l'air fatigué tout le temps, je ne parle pas de fatigue professionnelle, je parle de fatigue de l'âme, il ne m'a pas donné de pitié. Il m'a donné du respect. 3 mois plus tard, il n'était plus seulement l'homme qui venait prendre un café. C'était l'homme que Léa attendait à la fenêtre. L'homme qui arrivait avec des craies pour trottoir et se mettait réellement à genoux sur le pavé pour dessiner des châteaux avec elle. L'homme qui n'a jamais agi comme si Mémé exigeait d'ignorer le fait que je venais avec un enfant, de l'épuisement et un passé. Je ne lui ai pas tout dit sur mon père tout de suite, mais je lui en ai dit assez. Assez pour qu'il comprenne que certaines blessures ne saignent pas en public. Elles restent juste là et façonnent votre façon de traverser une pièce. Un dimanche après-midi, grand-mère Evelyne a appelé pendant qu'Antoine aidait Léa à construire une cabane en coussin dans mon salon. Sa voix avait ce petit accent mordant qu'elle prenait lorsque les potins et l'indignation se rencontraient. « Ton père a posé des questions sur toi, dit-elle. » J'ai failli rire. Il m'a ignoré pendant des semaines et maintenant il posait des questions sur quoi? Sur le fait de savoir si je voyais quelqu'un, si j'allais mieux. Si je vivais toujours dans cet appartement. J'ai regardé à travers la pièce Antoine tenant une couverture sur 2 chaises de salle à manger pendant que Léa criait qu'il s'y prenait mal. Puis grand-mère a baissé la voix et a dit, « Il y a un dîner de famille chez tes parents dans 2 semaines. Tout le monde sera là. » Après avoir raccroché, Antoine m'a regardé et a su que quelque chose avait changé. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé et m'a demandé à quoi je pensais. Je lui ai dit que je pensais à chaque fois que mon père m'avait fait me sentir insignifiante. Chaque fois qu'il me regardait comme si j'étais l'exemple à ne pas suivre de la famille. Chaque fois que j'avalais la blessure et appelais cela la maturité. Antoine est resté silencieux un instant. Puis il a dit, peut-être que le silence a déjà fait tout ce qu'il pouvait faire. Je l'ai fixé. Léa riait à l'intérieur de la cabane en coussin comme si le monde n'avait jamais été cruel un seul jour de sa vie. Puis Antoine a demandé très calmement, veux-tu qu'ils continuent à croire qu'ils ont le droit de te définir, ou veux-tu qu'ils te voient entrer sans honte? Ce fut le moment où quelque chose en moi a changé. Pas parce que j'avais un homme à mes côtés. Mais parce que pour la première fois depuis longtemps, j'étais prête à arrêter d'agir comme si mon père avait le droit de décider qui j'étais. 2 semaines plus tard, un dimanche soir froid, je me tenais devant la maison de mes parents, ma main si fermement serrée autour des petits doigts de Léa qu'elle a fini par lever les yeux et me demander si j'étais nerveuse. Je lui ai dit que je réfléchissais. Ce n'était qu'à moitié vrai. Mon estomac était noué depuis que nous avions quitté mon appartement. Antoine s'est garé sur le trottoir devant la maison, a coupé le moteur et m'a regardé avec la même expression calme qu'il avait toujours quand il pouvait dire que je me frayais un chemin à travers quelque chose. Il ne m'a pas fait de discours. Il ne m'a pas dit d'être courageuse. Il a juste dit, si tu veux partir à un moment donné, nous partirons. Sans poser de questions. J'ai hoché la tête, pris une inspiration et regardé par la fenêtre d'entrée. Les lumières de la salle à manger brillaient. Je pouvais voir des gens bouger à l'intérieur, des verres à la main, ma mère allant d'une pièce à l'autre dans une de ces robes qu'elle portait quand elle voulait que tout le monde pense que la famille allait très bien. Mon frère, Lucas, était près de l'îlot de cuisine. Une de mes sœurs riait de quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Pendant une seconde, j'ai eu l'envie de faire demi-tour, de remonter dans la voiture et de protéger le peu que j'avais réussi à construire. Puis je me suis souvenu de la publication d'anniversaire. Je me suis souvenu de ma petite fille demandant pourquoi grand-père avait eu un gâteau sans nous. Et j'ai ouvert la porte. La première personne à nous voir fut ma sœur cadette, Clara. Sa bouche est restée ouverte. La conversation autour d'elle a continué une seconde ou deux avant que les gens ne commencent à remarquer où elle regardait. Puis le bruit dans la pièce s'est estompé et a disparu.
Au moment où je suis entré complètement dans l'entrée avec Léa à mes côtés et Antoine, juste derrière nous, toute la maison était devenue silencieuse. Ma mère fut la première à bouger. Son visage a changé rapidement. Surprise, confusion, calcul, puis un sourire éclatant qui est venu bien trop tard pour paraître réel. Émilie, sa voix s'est élevée d'un ton trop aigu. Tu es venue. Je l'ai regardée et j'ai dit, salut, maman. Bon dimanche. C'était la phrase la plus gentille et la plus neutre que je pouvais prononcer. Puis mon père s'est retourné depuis le salon. Philippe Duval avait toujours été un homme qui savait tenir une pièce. Même à la maison, il se tenait comme s'il était devant des clients, les épaules en arrière, un verre à la main, la voix prête. Mais la seconde où ses yeux se sont posés sur moi, puis sur Léa, puis sur Antoine, quelque chose en lui s'est arrêté. Le verre dans sa main s'est incliné juste assez pour que le liquide ambré se déverse sur ses doigts. Il ne semblait pas le remarquer. Pendant une étrange seconde, personne n'a rien dit. J'avais vu mon père en colère. Je l'avais vu dédaigneux, suffisant, déçu et froid. Je ne l'avais jamais vu avoir l'air effrayé. Ses yeux se sont fixés sur Antoine avec une reconnaissance si vive qui me disait que ce n'était pas un homme qu'il voyait pour la première fois. La couleur a fui son visage. Pas lentement, mais instantanément, comme si son corps l'avait trahi avant qu'il ne puisse se ressaisir. Antoine, à son crédit, est resté calme. Il a posé une main légère sur l'épaule de Léa et a fait un hochement de tête poli à mon père, comme si c'était une présentation ordinaire et non ce que c'était. Mon père s'est raclé la gorge. Émilie, dit-il un peu trop vite. Je ne savais pas que tu venais. J'ai failli en rire parce que, bien sûr, il ne le savait pas. C'était tout le but. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce à mes frères et sœurs, à ma mère qui essayait de comprendre la situation, à ma grand-mère, Evelyne, assise dans son fauteuil près de la cheminée, l'air plus intéressé que choqué. Puis j'ai regardé mon père. Non, ai-je dit. J'ai compris cette partie. Léa, bien heureuse et inconsciente de l'humiliation adultée de la guerre sociale, lui a souri et a dit « Salut, papy ». J'ai mis mes chaussures à paillettes. Elle a levé un pied pour lui montrer. Un instant, son expression s'est fissurée, et j'ai pensé que la culpabilité avait peut-être enfin trouvé son chemin. Mais ensuite il a regardé Antoine à nouveau, et quelle que soit l'émotion présente, elle fut engloutie par quelque chose de beaucoup plus dur, l'anxiété, peut-être même la panique. Ma mère est intervenue rapidement, trop rapidement. « Eh bien, c'est une surprise, dit-elle, lissant sa robe en se dirigeant vers nous. Vous auriez dû nous prévenir. Nous aurions fait de la place à table. » Ma grand-mère a émis un son doux de l'autre côté de la pièce, qui ressemblait étrangement à un rire. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur moi, attendant de voir si je ferais semblant que tout cela était normal. Je ne l'ai pas fait. Je me suis légèrement tourné et j'ai dit, « Antoine, voici ma famille. » Puis je les ai regardés et j'ai dit, « Et voici Antoine Moreau. » Le silence qui a suivi était différent du premier. Les sourcils de mon frère se sont levés. Clara a regardé d'Antoine à mon père si rapidement qu'il était évident qu'elle avait saisi la même chose que moi. Le sourire de ma mère a vacillé. Mais c'est mon père qui s'est trahi. Il a réellement reculé d'un pas. C'est là que j'ai su que cela n'avait rien à voir avec ma venue inopinée et tout à voir avec l'homme qui se tenait à mes côtés. Mon père savait exactement qui était Antoine. Et quelle que soit l'histoire qui les liait, elle était suffisamment grave pour effacer toute certitude suffisante de son visage devant sa propre famille. Mon père s'est remis plus vite que je ne l'avais imaginé. C'était l'une de ses qualités. Il pouvait prendre un mauvais moment, l'avaler tout entier et revenir en souriant comme s'il avait voulu que cela se produise ainsi depuis le début. En quelques secondes, la panique sur son visage avait disparu, remplacée par la version polie et charmante de lui-même qu'il utilisait pour ses clients, ses voisins et toute autre personne dont l'opinion pouvait lui être utile. Il a traversé la pièce et a tendu la main à Antoine. Antoine l'a prise. Le sourire de mon père semblait presque douloureux sur les bords. « Antoine Moreau », dit-il comme s'il testait le nom devant la pièce. Eh bien, c'est inattendu. Antoine lui a rendu la même expression calme et indéchiffrable. La vie est parfois ainsi. Ma mère est intervenue avant que le silence ne puisse s'installer à nouveau. Entrez tous. Nous étions juste sur le point de nous asseoir. Léa, ma chérie, tu es adorable. Clara, prends un autre couvert. En fait,
prends en 3. C'était si rapide, si fluide. N'importe qui venant de l'extérieur aurait pensé que nous avions toujours été invités. Mais j'ai vu la vérité dans les détails. Mon père continuait de jeter des coups d'œil à Antoine quand il pensait que personne ne le remarquait. Ma mère souriait trop fort. Mon frère Lucas était devenu étrangement silencieux. Clara faisait semblant de ne pas fixer, et ma grand-mère, Evelyne, avait cette expression sur son visage qui signifiait qu'elle laissait les gens creuser leur propre tombe un peu plus profondément avant d'intervenir. Nous sommes passés dans la salle à manger. Quelqu'un a tiré des chaises. Ma mère s'est affairée autour de Léa et lui a apporté des serviettes supplémentaires comme si elle essayait d'effacer des mois de distance avec une pile de papier plié. Puis j'ai remarqué où mon père avait décidé qu'Antoine devrait s'asseoir. Pas près de moi. Pas près de Léa. Juste à côté de lui, bien sûr. J'ai pris la place en face d'eux et j'ai soulevé Léa sur la chaise à côté de la mienne. Antoine a croisé mon regard pendant une demi-seconde, juste assez pour me dire qu'il comprenait exactement ce qui se passait. Mon père s'est versé plus de whisky, puis a offert un verre à Antoine avec une main qui semblait plus stable maintenant. « Alors, Antoine, » dit mon père, se penchant en arrière comme s'ils étaient deux hommes appartenant au même monde. « Émilie nous dit que vous travaillez dans le développement. » Antoine a plié sa serviette sur ses genoux. « Je fais du commercial ou du résidentiel. Principalement des projets à usage mixte et résidentiel. Quelques projets de réaffectation adaptative aussi. » Mon père a hoché la tête lentement comme si tout cela était très intéressant et pas du tout la raison pour laquelle toute son humeur avait changé au cours des 5 dernières minutes. Le marché lyonnais, principalement la banlieue ouest. Villefranche-sur-Saône, Écully, des endroits où les chiffres ont encore du sens. Mon père a poussé un petit rire. Homme intelligent. J'ai failli baisser les yeux juste pour cacher ma colère. Le voilà. Pas de préoccupation, pas de regret, pas même d'embarras, mais de l'intérêt. C'est ce qui avait remplacé son mépris la seconde où il avait reconnu Antoine. Intérêt, calcul, faim. Ma mère a commencé à faire circuler les plats autour de la table, mais elle continuait de se tourner vers Antoine toutes les quelques secondes. « Et comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux » demanda-t-elle, d'une voix assez douce pour me faire grincer des dents. « Au bistrot où je travaille le week-end » ai-je dit avant qu'Antoine ne puisse répondre. Quelque chose a vacillé sur son visage, juste une seconde. Pas de honte, plus comme de l'agacement que l'histoire soit moins glamour qu'elle n'aurait aimé, mais Antoine a souri. Le meilleur croque-monsieur du département du Rhône. Léa a rayonné. Il aime aussi la tarte. Mon père a ri plus fort que la blague ne le méritait. Eh bien, Émilie a toujours eu de bons instincts. Je l'ai regardé longuement. Il l'a dit comme si la publication Facebook n'avait jamais existé, comme s'il n'avait pas dit au monde que j'étais l'enfant qui le gênait, comme si ma vie était devenue acceptable à la minute où un homme à succès s'est assis à sa table. Clara a pris la parole doucement depuis le bout de la table. « Papa, je croyais que tu avais dit qu'Émilie était trop occupée pour passer ces temps-ci. » La pièce a changé d'ambiance. Ma mère a lancé à Clara un regard d'avertissement, mais ma grand-mère fut plus rapide. « Occupée, » dit Evelyne, est une façon de décrire le fait d'être publiquement humilié par son propre père. Personne n'a bougé. Mon père a posé son verre un peu trop fort. Mère, ce n'est pas le moment. Non, dit Evelyne calmement. C'est exactement le moment. Puisque tout le monde agit comme si ce soir était une petite réunion joyeuse, peut-être ne devrions-nous pas faire semblant que cet homme n'a pas posté pour la moitié du département que sa fille était la seule enfant qui ne l'avait pas rendu fière. Léa a levé les yeux vers moi. J'ai posé ma main sur la sienne sous la table. Ma mère a forcé un rire qui s'est éteint presque immédiatement. Cette publication a été mal interprétée. Vraiment, ai-je demandé. Ma voix était douce, mais elle a traversé la pièce. Mon père m'a regardé, m'a vraiment regardé, et pour la première fois ce soir-là, j'ai vu quelque chose proche de l'irritation percer à travers le masque. Émilie, dit-il, nous dit non. Ne faisons pas ça devant les invités. Invité. Ce mot a atterri plus durement que je ne m'y attendais. Pas ma fille, pas ma petite fille, des invités. Antoine s'est penché en arrière sur sa chaise, toujours calme, toujours impossible à déchiffrer. Puis il a dit avec une politesse parfaite, « Je ne suis pas mal à l'aise, Philippe. Mais j'imagine qu'Émilie l'est depuis longtemps. » Personne n'a dit un mot après cela.
Le reste du dîner s'est éternisé comme une tempête qui refusait d'éclater. Mon père continuait d'essayer de ramener la conversation aux affaires. Zonage, valeurs foncières, coûts d'approvisionnement, taux d'intérêt, tout ce qui replaçait Antoine dans une catégorie qu'il savait gérer. Ma mère continuait d'essayer de colmater chaque fissure avec une fausse chaleur. Mes frères et sœurs regardaient principalement leurs assiettes, et tout ce à quoi je pouvais penser était la rapidité avec laquelle mon père était passé de la honte à la stratégie. Il n'essayait pas de réparer ce qu'il avait cassé. Il essayait de déterminer à quel point Antoine pourrait lui être utile. Et à la fin de ce dîner, je savais avec une certitude dérangeante qu'il ne faisait que commencer. J'espérais que la gêne de ce dîner obligerait mon père à reculer. J'aurais dû mieux savoir. Les hommes comme lui ne reculaient pas quand ils voyaient une limite. Ils changeaient simplement de tactique et l'abordaient sous un autre angle. 3 jours après ce dîner, il m'a appelé à 8h15 un mardi matin pendant que je préparais le déjeuner de Léa. J'ai fixé son nom sur mon téléphone jusqu'à ce qu'il arrête de sonner. 1 minute plus tard, il m'a envoyé un SMS, dit à Léa que je lui ai trouvé un super petit vélo. Nous devrions tous déjeuner ensemble ce week-end. Je n'ai pas répondu non plus. À midi, il avait envoyé un autre message demandant quel type d'école je considérais pour Léa l'année prochaine. Celui-là m'a presque fait rire. Il avait passé des années à agir comme si mon enfant existait à peine. Et maintenant, soudain, il se souciait de son éducation. Vendredi, il avait appelé 4 fois et envoyé suffisamment de petits messages polis pour ressembler à un candidat au titre de père de l'année. Chacun d'eux semblait répéter. Aucun d'eux ne mentionnait la publication d'anniversaire. Aucun d'eux ne mentionnait la façon dont il avait regardé Antoine au dîner. Aucun d'eux ne sonnait comme du regret. Il sonnait comme de la stratégie. Ma mère s'est jointe à eux quelques jours plus tard. Elle a envoyé un message demandant si Léa voulait venir faire des cookies. Puis elle a enchaîné avec un autre demandant si Antoine aimait le golf. J'ai lu cela 2 fois et j'ai posé mon téléphone face contre la table. C'est à ce moment-là que le schéma est devenu impossible à ignorer. Ce n'était pas moi qu'il voulait récupérer. C'était l'accès. L'accès à Antoine, à son nom, à son argent, à son réseau, à son utilité. J'ai essayé de laisser tomber, mais Antoine m'a appelé un après-midi alors que je quittais le cabinet dentaire. Sa voix était calme, mais j'entendais la tension sous-jacente. « Émilie, ton père a-t-il demandé mon numéro de bureau ?» J'ai arrêté de marcher. « Non. » Pourquoi ? « Parce qu'il vient d'appeler mon assistante. » J'ai eu froid à la poitrine. Qu'est-ce qu'il a dit ? Antoine a expiré un souffle qui semblait presque amusé, sauf que c'était trop plat pour être un vrai amusement. Il a dit qu'il voulait discuter d'une conversation d'investissement potentiel et pensait que ce serait plus facile d'homme à homme. J'ai réellement fermé les yeux sur le parking. Je suis tellement désolé. Et, dit Antoine doucement. Ce n'est pas de ta faute, mais je pense que tu dois savoir que ton père n'est plus subtil. Quand je suis rentré ce soir-là, Léa construisait une cabane en couverture dans le salon tandis que grand-mère Evelyne était assise sur le canapé, supervisant comme si elle dirigeait une opération militaire. J'ai embrassé Léa sur la tête, j'ai attendu qu'elle parte chercher un autre coussin, puis j'ai raconté à grand-mère ce qui s'était passé. Elle n'a même pas eu l'air surprise. Bien sûr qu'il a appelé. Elle a dit, ton père peut sentir l'avantage à 2 codes postaux de distance. Je me suis assise plus fort que je ne l'avais voulu. Je pensais vraiment qu'après ce dîner, il aurait pu avoir honte. Grand-mère m'a jeté un regard si acéré qu'il aurait pu couper du verre. Les hommes comme ton père ne confondent pas la honte avec l'inconvénient. Cette phrase m'est restée en tête le reste de la soirée. Plus tard, après que Léa se fut endormie, j'ai rappelé mon père pour la première fois depuis le dîner. Il a répondu à la 2e sonnerie, trop vite, comme s'il m'avait attendu toute la journée. « Émilie, je pensais justement à toi. »« Épargne-moi ça, » ai-je dit. « Pourquoi as-tu appelé le bureau d'Antoine ?» Il a fait une pause d'une fraction de seconde. Je voulais me présenter correctement. Tu l'as déjà rencontré. Je voulais discuter d'une opportunité. C'était là, même pas caché. Je me tenais dans ma cuisine, serrant le bord du comptoir. Une opportunité pour qui ? Pour nous tous, dit-il. Émilie, tu n'as aucune idée de la façon dont fonctionnent des relations comme celle-ci. Antoine est évidemment un homme intelligent. Je pensais que lui et moi pourrions peut-être discuter d'un projet ou deux.
Tu veux dire après avoir passé des années à me traiter comme si j'avais ruiné ta vie, puis avoir posté en ligne que j'étais une honte? Son ton s'est aiguisé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Et maintenant, soudain, tu te soucies de Léa. Tu te soucies de moi. Tu te soucies des dîners de famille parce que tu penses que l'homme que je fréquente pourrait être utile. Tu es dramatique. Non, ai-je dit, et ma voix est sortie plus calme que je ne l'étais. Je suis enfin honnête. Il y eut un silence sur la ligne. Puis l'ancienne version de mon père est revenue. Celle qui croyait que le volume pouvait gagner une dispute. Je suis ton père. J'essaie de renouer avec ma fille et ma petite-fille. Et au lieu d'apprécier cela, tu transformes tout en une attaque. J'ai ri alors. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le son est sorti fatigué et presque triste. Renouer. C'est comme ça que tu appelles le fait de contacter un homme que tu connais à peine derrière mon dos parce que tu penses qu'il peut sauver ton entreprise. Sa respiration a changé. C'en était assez pour moi. J'avais deviné juste. Alors c'est de ça qu'il s'agit, ai-je dit. Ton entreprise est en difficulté. Il n'a pas répondu. Il n'a pas eu à le faire. Émilie, dit-il finalement. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Non, ai-je dit, tu ne comprends pas quelque chose pour la première fois de ta vie. Antoine n'est pas ta bouée de sauvetage et je ne suis pas ton pont vers lui. Puis j'ai raccroché. Mes mains tremblaient quand j'ai posé le téléphone. Mais sous la colère, il y avait quelque chose de nouveau. Un soulagement. Pendant des années, mon père m'avait appris à me sentir coupable dès qu'il élevait la voix. Cette nuit-là, je n'ai rien ressenti de tel, juste de la clarté. Le lendemain matin, Antoine est arrivé avec du café et a jeté un coup d'œil à mon visage avant de demander à quel point cela avait été difficile. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre, puis a posé ma tasse et a dit, « Je pense que ton père va continuer à pousser jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête d'une manière qu'il ne pourra pas détourner. » Je savais qu'il avait raison, mais je ne savais pas encore à quoi cela ressemblerait. Je ne savais qu'une chose avec certitude. Mon père avait franchi une ligne qu'il ne pouvait pas effacer. Et 2 jours plus tard, quand Clara m'a envoyé un SMS me demandant si je pouvais la rencontrer seule parce qu'elle avait quelque chose d'important à me dire sur papa, j'ai réalisé que le pire n'était pas encore arrivé. J'ai rencontré Clara l'après-midi suivant dans un café du centre-ville de Villefranche-sur-Saône, le genre avec des carreaux de métro blancs et des pâtisseries trop chères qui semblaient trop jolies pour être mangées. Elle était déjà là quand je suis entré, tordant la manche de son pull autour de 2 doigts, ce qui m'a immédiatement dit que ce qu'elle avait à dire était sérieux. Clara était le genre de personne qui aimait les choses soignées, contrôlées et socialement gérables. Si elle m'avait demandé de la rencontrer seule, cela signifiait que quelque chose avait échappé même à sa capacité de l'arranger. Je me suis assise en face d'elle et n'ai pas perdu de temps. « Qu'est-ce que papa a fait maintenant ?» Elle m'a regardé avec une expression tendue et a dit, « C'est pire que tu ne penses. » Puis elle s'est penchée et a baissé la voix. « Papa dit aux gens qu'Antoine va s'associer avec lui. » Je l'ai juste fixé une seconde. J'ai honnêtement pensé que j'avais mal entendu. S'associer avec lui? Comment? Sur un accord de développement, dit-elle. Il dit qu'Antoine est intéressé à aider à développer l'entreprise. Peut-être soutenir un nouveau projet résidentiel. Peut-être aider au financement. Chaque version est un peu différente, mais le but est le même. Il s'est baladé en agissant comme si cette chose se produisait déjà. J'ai senti le sang quitter mon visage. Clara a continué avant que je ne puisse parler. Il l'a dit à oncle Marc. Il l'a dit à 2 familles de l'église. Il l'a dit aux amis de maman. Et hier soir, je l'ai entendu au téléphone dire à quelqu'un qu'une fois la fête de fiançailles passée, tout le monde verrait que la famille est dans une position très solide. Je me suis lentement calé en arrière, essayant d'absorber l'ampleur de la chose. Il ne courait plus seulement après Antoine. Il se construisait un faux avenir à partir de ma relation et le distribuait comme si c'était déjà réel. Clara avait l'air misérable. Je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas entendu moi-même. Maman lui dit de ralentir, mais elle ne l'arrête pas non plus. Elle est plus préoccupée par l'embarras que ce sera s'il se trompe que par la folie de toute cette affaire. Cela sonnait douloureusement juste. J'ai demandé à Clara pourquoi elle me le disait maintenant, et elle a fait un petit rire sans humour. Parce qu'il veut faire une sorte d'annonce à ma fête de fiançailles le week-end prochain.
Mon estomac s'est tordu. Quel genre d'annonce? Elle a dégluti. Je ne sais pas exactement, mais je l'ai entendu dire quelque chose à propos de finalement partager de bonnes nouvelles avec la famille et un nouveau chapitre pour l'entreprise. Émilie, il prévoit d'utiliser ma fête pour faire croire qu'Antoine le soutient. Je l'ai regardé un long moment. Et tu es d'accord avec ça? Son visage s'est durci d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Non, je ne le suis pas. Cela devrait être à propos de moi et de Nathan. Je ne vais pas laisser papa le transformer en un spectacle de plus. Puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il compte sur ton silence. Cela a frappé fort parce que c'était vrai. Mon père avait passé des années à parier sur mon silence. Il comptait sur moi pour protéger la paix, avaler l'insulte, prendre le chemin de la dignité jusqu'à ce qu'il puisse transformer ma retenue en permission. Clara a traversé la table et a touché mon poignet. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt à propos de la publication, du dîner, de tout ça. Je ne l'ai pas fait parce qu'il était plus facile de rester en dehors de la ligne de mire. J'en ai assez de faire ça. J'ai regardé sa main puis son visage. Pour la première fois depuis des années, ma sœur n'avait pas l'air raffinée ou distante. Elle avait l'air honteuse et honnête. Cela comptait plus que je ne l'avais imaginé. Quand j'ai quitté le café, je suis restée assise dans ma voiture pendant près de 10 minutes avant de démarrer le moteur. Puis j'ai appelé Antoine et lui ai demandé s'il pouvait passer ce soir-là. Grand-mère Evelyne était déjà à mon appartement quand il est arrivé, et dans Léa a décoré des sablés comme si elle la préparait à une petite et très douce révolution. Une fois Léa dans l'autre pièce, je leur ai tout raconté ce que Clara avait dit. Antoine a écouté, la mâchoire plus serrée que je ne l'avais jamais vue. Grand-mère Evelyne a marmonné, ton père est sur le point de s'immoler et de blâmer tout le monde pour la fumée. J'aurais dû rire, mais j'étais trop en colère. Antoine s'est penché en avant et a dit, il veut un moment public parce qu'il pense que le public est l'endroit où il gagne. Très bien, alors le public est l'endroit où la vérité le rencontrera. Je l'ai regardé, puis ma grand-mère, puis vers le salon où Léa gloussait sur le glaçage. Je ne voulais pas de scène. Je ne voulais pas gâcher la soirée de Clara, mais j'en avais assez de laisser mon père construire des mensonges à partir de ma vie et appeler cela le leadership familial. Alors, nous avons pris une décision. Nous irions à la fête de fiançailles. Nous nous habillerions bien, souririons poliment et donnerions à mon père toutes les chances d'exposer exactement qui il était devant les gens qu'il tenait tant à impressionner. Et pendant que je restais éveillé cette nuit-là, fixant le plafond tandis que la maison restait silencieuse autour de moi, j'ai eu la sensation la plus étrange. Pour la première fois, je n'avais pas peur de ce que mon père pourrait faire ensuite. Je l'attendais. La fête de fiançailles de Clara s'est tenue dans un club de golf et de loisirs de la banlieue ouest, rempli de parquets polis, de fleurs blanches et exactement du genre de foule que mon père aimait impressionner. Je suis arrivé avec Antoine et Léa juste après le coucher du soleil. Clara était magnifique. Nathan avait l'air nerveux. Et mon père avait l'air bien trop satisfait de lui-même. Pendant la majeure partie de la soirée, il a traversé la pièce, présentant Antoine aux gens, laissant tomber de petites allusions sur les affaires, agissant comme si ma relation était en quelque sorte devenue partie intégrante de son histoire de succès. Je suis restée silencieuse et les regardais construire le mensonge encore plus haut. Puis vinrent les toasts. Nathan a parlé. Clara a parlé et juste quand je pensais que mon père pourrait la laisser profiter de sa soirée, il a pris le microphone et a annoncé qu'Antoine explorait un partenariat avec son entreprise et que notre famille entrait dans un nouveau chapitre solide. Quelques personnes ont applaudi. Puis Antoine s'est levé, a tendu la main vers le microphone et a dit calmement, « Je dois corriger cela. » La pièce est devenue silencieuse. Il a dit qu'il n'y avait aucun partenariat, aucun investissement, aucun accord d'aucune sorte. Il a dit que mon père avait contacté son bureau et agi comme si le fait de me fréquenter lui donnait accès aux affaires, et que ce n'était pas le cas. Mon père a essayé de l'arrêter, mais j'ai fait un pas en avant qu'il ne puisse reprendre le contrôle. J'ai dit à l'Assemblée que c'était le même homme qui avait posté en ligne que tous ses enfants faisaient sa fierté, sauf sa fille célibataire. J'ai dit qu'il nous avait exclus, moi et Léa, m'avait humilié en public, puis avait soudainement décidé que la famille comptait une fois qu'il pensait qu'Antoine pourrait lui être utile. Je lui ai dit que j'en avais assez de le laisser transformer ma vie en partie de son image. Personne ne l'a défendu. Ma mère avait l'air secouée. Mon frère fixait le sol. Grand-mère Evelyne était assise tranquillement comme si elle avait attendu des années que la vérité éclate enfin. Puis Clara s'est approchée,
a pris le microphone des mains de mon père et a dit que sa fête ne concernait pas les affaires, les apparences ou l'utilisation de sa sœur à nouveau. Émilie a dit la vérité, dit-elle. Ce fut le moment où il a perdu l'assemblée. L'homme qu'il avait essayé d'impressionner s'est éloigné. Le sourire a quitté son visage. Il avait l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. J'ai serré Clara dans mes bras, pris la main de Léa et suis parti avec Antoine et grand-mère Evelyne. Les conséquences ont été rapides. Un contact d'affaires s'est éloigné de mon père. Ma mère a déménagé 2 semaines plus tard. Clara a cessé de répondre à ses appels. Plus tard, il m'a envoyé une lettre. Pas d'excuses, juste la vérité. Il a admis qu'il se souciait plus de la façon dont ma vie le reflétait que de ce que j'avais réellement vécu. Il a admis avoir traité Léa comme un inconvénient au lieu d'une bénédiction. Je ne l'ai pas pardonné du jour au lendemain. Les vrais dommages ne guérissent pas ainsi. Mais avec le temps, il a changé. Il a commencé une thérapie. Il s'est excusé auprès de Clara. Il a cessé d'essayer d'utiliser les gens et a commencé à faire face au désordre qu'il avait créé. Quand j'ai finalement accepté de le rencontrer, je lui ai clairement dit qu'il n'utiliserait plus jamais moi, ma fille, ou n'importe quel homme de ma vie comme élément de sa réputation. S'il faisait un jour en sorte que Léa se sente insignifiante, cette porte se fermerait pour toujours. Il a dit qu'il comprenait. Cette fois, je l'ai cru. Je n'ai pas eu une fin parfaite. Ce que j'ai eu était quelque chose de mieux. J'ai eu la vérité. J'ai eu des limites. J'ai eu la leçon que j'aurais aimé apprendre des années plus tôt. Une femme ne devient pas moins digne parce qu'elle élève un enfant seul. Une famille n'est pas respectable parce qu'elle a bonne allure en public. Elle est respectable quand l'amour en son sein vient sans condition. Certaines personnes ne vous valorisent que lorsqu'elles pensent que vous améliorez leur image. Laissez-les rester aveugles. Votre valeur n'a jamais résidé dans leur approbation. Elle résidait dans la vie que vous continuiez à construire, l'enfant que vous continuiez à aimer, et la dignité que vous refusiez d'abandonner. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de dire la vérité et de cesser de laisser votre silence protéger la personne qui vous a blessé.